C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole dans cette cérémonie de lancement de ce qu'on a voulu appeler les assises de l'UCAD. C'est quelque chose qu'on a jugé nécessaire d'organiser, nous, les acteurs de l'UCAD. Je crois que ça, c'est extrêmement important et ça méritait d'être souligné. Je crois que ces assises sont aussi inédites pour une autre raison, c'est que c'est la première fois dans l'histoire récente de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar que des instances de décision se retrouvent sous ce format. Nous avons ici réuni ce que nous considérons comme étant un échantillon représentatif des différents segments de notre institution et qui reflète la diversité des opinions et des positions qu'on peut avoir sur les problèmes qui interpellent notre institution. Ces assises sont aussi inédites du fait du contexte. Tout le monde sait que l'UCAD a fait l'objet d'attaques complètement injustifiées et incompréhensibles et des attaques qui ne sont pas restées sans conséquences concernant la vie de tous les jours de l'institution. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Et justement, ces conséquences que nous sommes toujours en train de vivre méritent qu'on s'y arrête et qu'on échange pour s'assurer que l'intérêt de l'institution continue de prévaloir. Et parmi ces conséquences, il y a bien sûr le basculement de nos enseignements en mode distanciel et une demande de beaucoup de segments de la communauté pour une reprise en présentiel. Et donc tout cela fait que c'était important à ce moment critique qu'on se retrouve sous ce format pour avoir des consensus larges sur des sujets aussi difficiles et qui charrient autant de passion. Je voudrais revenir un tout petit peu sur les attaques. Maintenant que la clameur s'est tue, et comme on dit en Wolof, que la poussière est redescendue, on peut analyser ces attaques avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sérénité. Je crois que malgré le caractère complètement barbare, disons-le, et qui a été dénoncé par tout le monde, ces attaques ont révélé un certain nombre de choses concernant la vie de l'institution, concernant l'organisation de l'institution, que je voudrais relever pour ma félicité. Elles ont révélé la capacité de notre institution à assurer la continuité pédagogique, même dans un contexte de choc et de crise. Je crois que ça, c'est quand même le propre des grandes universités. Nous avons pu continuer à dispenser nos enseignements après seulement une semaine d'interruption. Et pour qui connaît la gravité des attaques qu'on a eues, je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas sous-estimer. On a fait des consultations, on a fait des délibérations, mais au bout d'une semaine, nous avons pu continuer nos enseignements, même si c'est en mode distanciel. Je crois que ça me paraît fondamental. Ces attaques ont révélé également la résilience de notre système d'archivage. Parce que tout le monde s'était ému que les archives de beaucoup d'établissements, en particulier la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté de médecine, ont été brûlées. Et moi, j'ai reçu beaucoup de messages de sympathie de mes collègues présidents d'université et qui posaient la question comment est-ce qu'on allait faire désormais pour délivrer nos diplômes. Mais après, beaucoup de déclarations fantaisistes, on s'est rendu compte que l'essentiel a été préservé parce qu'il y avait un effort de numérisation des archives. Et donc, l'essentiel de notre fonds documentaire a été préservé. Ces attaques ont aussi révélé la résilience de notre système sécuritaire. Parce que les auteurs des attaques ont été identifiés grâce au système de surveillance que nous avons mis en place. Et la plupart ont été arrêtés. Et d'autres qui se savaient identifiés ont pris la fuite. Mais le fait est qu'on a pu les identifier. Je crois que ça aussi, c'est la marque des grandes institutions. L'université est une institution démocratique, une institution de production et de diffusion des connaissances. Nous ne pouvons pas donner à l'université un air martial, où on a des chars de combat ou autres.
Mais la surveillance doit être discrète et efficace. Et ce qu'on a réussi à faire. On ne peut pas garantir que les gens qui sont malveillants ne puissent pas faire du mal à notre institution. Mais le système a montré que quiconque vient à l'université pour y commettre des forfaits pourra être identifié et traduit devant les institutions judiciaires et disciplinaires compétentes. Et ça, je voudrais aussi m'en féliciter. Après les événements qui sont passés, nous avons constaté que les saccages qu'on puisse faire pendant 3 bonnes heures sans aucune intervention de la police. Et on a essayé de chercher à comprendre pourquoi. Et on a compris que le processus de validation d'une intervention de la police sur le campus pédagogique, campus social, est très long. Il y a beaucoup d'étapes de validation. Ce qui a fait que nous avons proposé au conseil académique de l'UCAD qui l'a validé et au conseil d'administration de l'UCAD qui l'a aussi validé, nous avons considéré la mise en place d'une police au sein de l'UCAD. On a beaucoup discuté, on a énormément délibéré et je dois juste vous dire que cet élément vous est communiqué à titre d'information, puisque les instances de l'UCAD se sont déjà prononcées. Après de longues heures de discussion, je dois vous le dire. On a regardé toutes les options. On s'est dit qu'essayer d'avoir une police universitaire avec des vigiles, ça ne servait à rien du tout. Parce que des vigiles qui n'ont rien, qui n'ont que leurs bras, ne peuvent pas faire grand-chose. Je me rappelle que quand on cassait et qu'on saccageait l'UCAD, c'était devant certains doyens. Et il y a un doyen qui m'a appris, il me dit, mais les vigiles ne servent à rien du tout. Ils sont là en train d'assister comme des spectateurs au saccage de l'institution. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les vigiles, face à des gens armés? Donc on aura une police discrète, qui ne va pas remplacer la sécurité. La sécurité va être là pour continuer à interagir avec les membres de la communauté, pour vérifier les cartes, et ainsi de suite. Mais on aura une police, une compagnie de police de taille très réduite, sous le commandement du recteur, pour que la police puisse intervenir. C'est-à-dire que s'il y a problème, ces éléments seront renforcés par d'autres policiers pour venir mettre de l'ordre au sein de l'espace pédagogique comme social. Donc, encore une fois, ça a fait l'objet de beaucoup de délibérations et ça a été retenu, validé par les conseils statutaires de l'UCAD, c'est-à-dire le conseil académique et le conseil d'administration. Et le recteur a saisi le gouvernement et on est en train de travailler sur la mise en place de ces dispositifs, ce qui permettra à l'avenir que quand il y a des menaces, parce que comme je vous l'ai dit, quand il y a des menaces, nous, on voit les choses. On voit les choses à l'écran, on voit qu'il y a des masses armées qui s'apprêtent à commettre des forfaits. Mais on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les arrêter, nous, on ne peut que informer la police. Mais seulement avec le dispositif qui existe actuellement, quand vous informez la police, vous informez un niveau, il informe sa hiérarchie, ainsi de suite, et ça monte jusqu'à un certain niveau. Au moment où la décision est prise que la police doit intervenir, l'irréparable a déjà été commis. Donc la leçon qu'on a tirée de tout ça, c'est d'avoir une compagnie de police qui est là, prête à intervenir à tout moment, en cas de besoin. Mais ce ne sont pas des éléments qui vont seulement faire de la, comment on appelle, le maintien de l'ordre. La police aussi, c'est beaucoup d'administration. On a besoin de légalisation, on a besoin des choses. Il y a de petits vols et autres là. Ouais. Donc la police sera là, discrète, mais sera bien là et prête à intervenir en cas de besoin. Et ça, je voulais vraiment porter ça à votre attention, voilà, à titre d'information. Je voudrais maintenant parler un peu des opportunités que créent ces attaques. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que les crises révèlent des insuffisances des systèmes. Et les crises doivent déclencher des mécanismes de réajustement concernant l'organisation des systèmes. Et je crois que ce que
la crise a révélé, par-delà la résilience de notre organisation dont je viens de parler, c'est la nécessité de finaliser le processus de numérisation de nos archives, de toutes les archives, ça c'est fondamental. La nécessité de mettre à l'échelle nos systèmes de surveillance. Parce qu'on s'est rendu compte que malgré les dispositions prises, il y a des gens, des individus qui sont venus du dehors de l'UCAD pour participer au saccage et prendre même le lead concernant le saccage. La crise a aussi révélé la nécessité de davantage rentrer dans la modernité en introduisant plus d'hybridation et plus de numérique dans nos formations. Je voudrais rappeler que le modèle pédagogique de l'UCAD, comme tout le monde le sait, est un modèle en présentiel. Même si nous respectons les autres institutions qui ont opté pour un modèle en distanciel. Parce que, à travers le monde, il y a énormément d'institutions qui ont opté pour le modèle à distance. Il n'empêche que même si notre modèle est un modèle présentiel, c'est un modèle qui ne peut plus ignorer le distanciel. Parce que toutes les universités, comme la nôtre, qui ont opté pour un modèle en présentiel, utilisent une bonne dose de distanciel. Si vous visitez une classe maintenant dans les universités modernes, quelles qu'elles soient, les tableaux sont toujours là. Mais ce qu'on regarde surtout, c'est les écrans qui sont derrière le professeur. La plupart des démonstrations se font à travers les écrans et les étudiants peuvent se connecter de partout. Donc, l'introduction et la mise à l'échelle de l'outil numérique ne peut plus être négligée parce que c'est un outil de modernisation de notre institution. Je voudrais maintenant parler un peu des objectifs qui sont visés dans ces assises. Alors, je voudrais d'abord préciser une chose. Ces assises ne sont pas une instance de délibération. On en a bien parlé en conseil académique, mais en conseil académique, on avait plutôt parlé de conseil académique élargi. Nous avons choisi de ne pas utiliser ce terme parce que, à notre avis, c'est un terme qui allait charrier beaucoup d'ambiguïté et de confusion. Parce qu'un conseil académique a la capacité de délibérer, de prendre des décisions qui sont exécutoires, alors que rien dans le format de ces assises ne nous permet de prendre des décisions exécutoires. Il s'agit juste des consensus que nous voulons les plus larges possibles, documentés et qui, après, feront l'objet de délibérations plus formelles par le conseil académique. Donc je crois que ça méritait des précisions parce que j'ai vu beaucoup de choses circuler dans les mails et même sur le net et qui ne sont pas forcément vraies. Ces assises ont bien été recommandées par le dernier conseil académique. Mais le nom a changé. Parce qu'encore une fois, si on avait appelé ça conseil académique élargi, beaucoup de participants allaient penser qu'il s'agissait d'un conseil académique avec toutes les prérogatives qui s'attachent au conseil académique, ce qui n'est pas vrai. Un conseil est composé de membres. S'il y a des membres qui ne sont pas listés par les statuts, le conseil ne peut pas délibérer valablement. S'il y a des membres qui sont omis, le conseil ne peut pas délibérer valablement. Donc il ne fallait pas faire cette confusion. Donc pour éviter tout ça, on a appelé ça assise pour insister sur le caractère purement consultatif de nos délibérations. Alors, ces assises ont été convoquées par le recteur, après avis du conseil académique, autour d'un certain nombre de points. Et le premier point, ça concerne ce que j'ai dit tantôt, la nécessité d'une plus grande hybridation dans nos formations. Parce que, je vous l'ai dit, l'UCAD ne peut pas rester à la marge des évolutions pédagogiques que le monde connaît. Nous sommes une grande université, reconnue partout à travers le monde comme étant une très grande université, et nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons faire comme toutes les grandes universités et entrer de plein pied dans la modernité. Alors,
Deuxièmement, réfléchir sur la rationalisation de nos maquettes. Lorsqu'on a fait un petit audit de nos activités pédagogiques, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Nous avons, par exemple, observé que dans une école, une petite école, qui n'est même pas une école de lettres, mais de sciences humaines, c'est une école d'ingénieurs, il n'y a pas moins de 30 cours d'anglais qui sont offerts parallèlement. Je crois qu'il y a énormément de marge de manœuvre pour rationaliser nos programmes et introduire des modules qui sont des modules d'intérêt pour tous les établissements de l'UCAD. Il y a des modules qui sont des modules d'intérêt, à mon avis, pour tous les établissements de l'UCAD. Par exemple, les modules portant sur les techniques de communication. Parfois, quand on attend beaucoup d'acteurs de l'UCAD pour ne pas en cibler c'est un problème. Vous voyez, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Les amis, il ne faut pas qu'on pense qu'on est des surhommes. On n'est pas des surhommes. Les gens qui sont performants, ils n'hésitent pas à se remettre en question. Il faut qu'on fasse l'apprentissage de toutes les expertises, de toutes les compétences, y compris les compétences écrites et les compétences oratoires. Ça ne s'improvise pas. Il faut que les gens qui parlent au nom de l'UCAD, parce que même si un étudiant apparaît à la télé, on met étudiant à l'UCAD. Si un professeur apparaît, il faut qu'il soit quand même digne de l'image que nous voulons donner à l'UCAD. Donc il faut que ce soit enseigné à tous nos étudiants, compte tenu de leur discipline. Donc ça me paraît fondamental, il faut qu'on y réfléchisse à mon avis. Réfléchir sur les questions de sécurité. Parce que je crois que ce qui se passe à l'UCAD, dans beaucoup de domaines, et surtout dans le domaine social, dépasse simplement l'entendement. Une fois, le New York Times a fait un reportage sur le campus social de l'UCAD. Je crois que tous les acteurs de l'UCAD et tous les diplômés de l'UCAD ont été embarrassés. Parce qu'ils ont révélé à la face du monde quelque chose qui nous fait honte, mais qui correspond à notre réalité. On ne peut pas avoir une institution où les étudiants sont à 10 dans une chambre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire du social comme ça. C'est pas possible, c'est simplement pas possible. Et il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Les conditions de sécurité, les résidents de l'UCAD qui ne sont pas les étudiants, les trafics qui se font au niveau du coude, de toutes sortes, et qui sont un champ fertile pour ce qui nous est arrivé la fois passée. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse à la taille optimale de l'UCAD. Je crois que nous avons accepté de prendre tous les bacheliers. Je crois qu'on l'a accepté parce que le gouvernement l'a demandé, mais on l'a accepté aussi parce qu'on a pensé qu'il fallait qu'on donne sa chance à chaque bachelier. L'UCAD veut être une institution élitiste, mais l'UCAD veut aussi être ce qu'elle a toujours été. Nous sommes contents de faire des fils de gardiens ou d'autres, des personnalités de premier plan. Nous sommes là. Nous n'avons pas eu des parents très bien éduqués. Vous voyez, nos parents étaient des couturiers, mon père était couturier, et ainsi de suite. Si on a pu arriver à ce niveau, c'est parce que l'UCAD nous a donné cette opportunité. Il ne faut pas fermer cette opportunité pour les autres. Mais dans le même temps, il faut qu'on absorbe la quantité et le nombre d'étudiants qui nous permettent de fonctionner de manière efficace. Donc la taille optimale pour l'UCAD, écoute, on ne peut pas continuer ces questions. Il faut quand même qu'on parle et qu'on fasse des propositions concrètes au gouvernement. Parce que si les tendances actuelles se poursuivent, on va avoir 200 000 étudiants, 300 000 étudiants, on ne pourra pas fonctionner. Ça aussi, c'est des sujets difficiles qu'il faut qu'on aborde. Donc voilà quelques sujets qu'on avait retenu d'aborder. Et le format, c'est un format hybride fait d'un mélange de sessions plénières et de sessions parallèles en commission. Alors, en plénière, nous allons écouter 3 communications. La première communication porte sur un rapport qui a été préparé sur l'hybridation. Encore une fois, ces rapports, il faut les voir comme étant des éléments introductifs
visant à provoquer un débat. C'est pour ça qu'on ne les a pas distribués. Au début, on avait pensé les distribuer, mais nous avions peur que les gens les considèrent comme des rapports finaux, ce qui ne sont pas. Donc, c'est des rapports pour provoquer les débats. Il y a un autre rapport sur les modules communs et comment les intégrer, et à quel échéancier. Et il y a aussi un rapport sur la sécurisation de l'UCAD, campus pédagogique comme campus social. Et après donc ces rapports qui seront présentés en plénière et qu'on va discuter rapidement en plénière, nous allons nous répartir dans des commissions. Une première commission sur l'hybridation, une deuxième commission sur les modules communs et une troisième commission sur la sécurisation et les nouvelles conditions d'hébergement au niveau du campus social. Voilà donc, et après on va se retrouver pour la restitution des travaux de commission et la synthèse de documents que nous allons présenter au conseil académique, que nous allons convoquer très rapidement, c'est-à-dire dans une semaine ou plus tard. Voilà donc, chers participants, la feuille de route que nous proposons pour cette assise de l'UCAD. Madame la vice-recteur me rappelle qu'on doit déclarer ouverte les assises. Et je le fais avec beaucoup de plaisir et avec votre permission. Moi, je crois qu'il n'est pas question aujourd'hui de réouverture ou bien de reprise, mais il est question, en tout cas, de la mise en œuvre d'un ensemble de mesures qui ont été arrêtées, soit par le conseil académique de l'université, soit par le conseil d'administration du COUD. Mesures qui vont dans le sens de préparer la réouverture, puisqu'il ne s'agit pas d'ouvrir pour ouvrir, mais il faut ouvrir à quelles conditions. Si on doit rouvrir dans les mêmes conditions qu'on avait fermé le 1er juin, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de rouvrir, puisqu'on va certainement fermer à nouveau. Donc, mais ouvrir, en prenant la responsabilité de prendre, en tout cas, les mesures de sécurité qui s'imposent, qu'il y ait le climat social qu'il faut pour des études, c'est ça le plus important. Puisqu'il ne s'agit pas de faire dans le cosmétique, mais il est plutôt question de faire des choses durables. On sait que l'université a été profondément atteinte du moins, que l'université a été saccagée, incendiée, et des choses qui étaient inadmissibles ont été faites dans l'espace universitaire. Il est de notre responsabilité de voir, en tout cas d'analyser cette situation avec froideur et de dire, on va réouvrir, nous tous, on est pour que l'université rouvre, parce que l'université n'est pas faite pour être fermée, mais pour ouvrir, voilà les mesures qu'on doit prendre. La sécurité doit être renforcée. Le contrôle aux accès doit être réglementé. Les questions d'hébergement doivent être assainies. En tout cas, l'environnement social, l'environnement pédagogique doivent être améliorés de sorte que lorsque les cours reprendront, on sera sûr que l'espace sera apaisé et qu'on ne va pas ouvrir pour fermer à nous. La réouverture ou non de l'université est un sujet qui est ressorti au conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Même si tous les membres du conseil académique sont présents dans ces assises, ce n'est pas un conseil statutaire qui est de nature à prendre des décisions sur des sujets aussi importants que la réouverture de l'université en présentiel. Parce que je voudrais aussi préciser qu'il y a une confusion qui est faite. L'université n'a jamais été fermée. Nous sommes passés d'un dispositif d'enseignement présentiel à un dispositif d'enseignement en distanciel. Et je dois dire que ces deux dispositifs sont d'égale dignité dans toutes les universités du monde. Le délai de 2 mois, les gens l'ont interprété d'une mauvaise manière, puisque à l'occasion du conseil d'administration, les gens m'ont demandé l'ensemble de ces mesures-là. Quel temps vous pensez les mettre en œuvre? Moi qui suis spécialiste en passation des marchés, je leur ai dit, dans une procédure normale de passation de marché, ces travaux et toutes ces mesures pourraient, pour pouvoir y accéder, en tout cas, pourraient nous prendre 6 mois de procédure. Mais je crois qu'avec la sensibilité de la question et l'urgence de la réouverture, si on sollicite des services compétents du ministère des Finances, notamment la DCMP, on devrait pouvoir avoir des procédures, en tout cas d'urgence, raccourcies,
qui devrait nous permettre, dans un délai minimum, maximum plutôt de 2 mois, de pouvoir tout boucler. Donc c'était un délai que j'ai donné de manière comme ça, de manière très technique. Et les gens ont très vite dit, voilà, le directeur des cours de demande, 60 jours, etc. Alors que moi, je parlais en tant que technicien. Ce qu'on a voulu faire, c'est sur un certain nombre de sujets et particulièrement cruciaux, d'avoir des consensus très larges de tous les segments de la société. Et ces consensus vont être présentés au conseil académique pour validation ou non. Et ces consensus concernent l'hybridation. Il faut que toutes les formations puissent se faire en distanciel et en présentiel, indifféremment. Un deuxième consensus, c'est l'introduction des modules transversaux. Et enfin, c'est les conditions de sécurité et d'hébergement au niveau du campus social. Voilà donc les sujets qu'on doit discuter. Il y a des propositions qui ont été faites par le rectorat. Il s'agit maintenant de les soumettre aux différents segments de la communauté universitaire pour générer des consensus les plus larges qu'on va après présenter au conseil académique. Mais il ne s'agit pas de prendre une décision sur la reprise des activités en présentiel ou non, étant entendu que l'université n'a jamais été fermée. Donc, je crois que le plus important, c'est d'arrêter des mesures et de se concentrer, de faire la synergie de toutes les forces de l'université pour la mise en œuvre. Si on perd notre temps à se combattre les uns les autres, peut-être le délai de 2 mois pourrait être allongé. Mais si tout le monde se concentre et met du sien pour que les mesures que nous avons arrêtées, que ça puisse être mis en œuvre très rapidement, peut-être qu'on pourrait même ne pas atteindre les 2 mois. Donc tout est question de démarche, tout est question d'état d'esprit, tout est question de travail. Il faut absolument des mesures, il faut absolument des réformes. Ce sont ces réformes-là qui sont à l'origine de la fermeture jusqu'à présent de l'université. Lorsque les règles du jeu seront clairement établies, les réformes mûrement réfléchies, la mise en œuvre préparée, on va ouvrir sans autre difficulté, sans autre calcul, que ça soit politique ou autre. Les étudiants peuvent demander une reprise en présentiel. Il y a d'autres segments de la communauté qui demandent. Mais à l'université, c'est une organisation qui fonctionne selon des règles très claires, avec des instances bien connues. C'est le conseil d'administration, c'est le conseil académique et c'est le rectorat. Et concernant la question de la modalité d'apprentissage en présentiel ou en distanciel, encore une fois, ça relève des prérogatives du conseil académique qui va se réunir très prochainement pour prendre une décision.